Countdown tracker is ready for launch. Wait a minute, 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 wait a minute. Okay, prepare for launch. Sound Tracker prêt pour le lancement. Bon, fantastique. Alors, ce soir, je vais parler de choses qui vont un peu se chevaucher entre eux, mais c'est déjà comment le son a été fait, enfin, quel est le son en fait au cinéma, comment ça se passe le son. Et après, dans une deuxième partie, l'évolution de la musique au cinéma. Déjà, je pense on peut commencer par les premiers films qui ont été faits. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est en quelle année et quel était le premier film diffusé? Je sais pas dans la question. Pas Disney, hein, le film en général, le Ouais, tout premier film. C'est un... Ah, c'est un train qui rentre dans la gare des frères. Oui, mais la gare elle a un nom super chelou là. Non, c'est pas la gare de la Ciotat. Pas ça. C'est un peu plus. Un peu plus tôt. Ah, bah, je sais pas du tout alors. Ouais, non. Les grottes de Lascaux, les premières tuyauteries de. Un peu trop loin. Reviens. Attendez, c'est quoi la question? Je n'écoutais pas, pardonnez-moi. Le tout premier film de l'histoire de l'humanité. Sachant que Ah, c'est pas frère, un le Lumière. premier film, c'est Le Train de la Ciotat, non? Non, c'est il y ce en qu'on a a dit, un. il a dit non. Il y Ouais. en a Attends, un avant. le premier film avec du son ou le premier film normal? Le premier film, la première image qu'on sort d'une caméra photo qui filme. Ah, donc une photo. Une photo. La Non, loupe à non, grand-maman. Non, la loupe à grand-maman, c'est. Le premier film, c'est sorti de l'usine Lumière à Lyon, non? C'est ça, c'est ça. Sans tricher. Oh là là, quel Sans bonheur. tricher, hein. Ouais. Faire pas jouer du discrètement. Ça, c'est en 1995, en 1995 que ce Ah, la belle tout année. premier film. Non, 1895. Ouais, oui, j'allais dire. Oui, ah, c'est très récent comme film. C'est Oui, vraiment pas vieux. il avait le à peu cinéma. près cette gueule-là. C'est tout petit. Mais bref, c'est juste un plan séquence d'une minute. Ah oui, et ça, c'est ouais. La 4K. la Pour le coup, toute je pense que ça, première prouesse technique de l'image après la photo. C'était pas en Mais du 4K à coup, l'époque. Hein. Mais du coup, au début, bah, il y avait pas de son, hein. C'était un diaporama qui tournait juste très très vite. C'était même pas le 25 images par seconde à l'époque. C'était un peu plus saccadé. Mais du coup, on commence le cinéma et il y avait donc pas de son. Généralement, ce qui se passait, c'est qu'en salle, il y avait directement quelqu'un qui se ramenait avec son piano et qui faisait un truc d'ambiance. Et ça se passe pendant donc très longtemps, là, de 1895 jusqu'à un peu son développement. Entre-temps, il y a des compositeurs qui commencent à vraiment rédiger des partitions de musique à jouer en direct en salle. C'est comme si en fait aujourd'hui on voyait un cinéfilm, bah maintenant à l'époque c'était en fait en salle directement où en fait il y avait directement tout un orchestre dans la salle pour jouer la musique en même temps. Il y avait toujours pas de dialogue. C'était toujours du muet. Mais en fait, les salles avaient le choix entre jouer une musique totalement random sur les films, en sachant que c'était pas des films de 1h30, c'était vraiment des courts-métrages de 3-4 minutes, ou donc directement de jouer le film que le compositeur a écrit pour le film. Tout ça se développe et après, on va commencer à penser au son en fait. Et on développe des nouvelles techniques d'enregistrement. Et au début, on va utiliser ce type de cylindre qui est en fait des cylindres qu'on grave. Et en fait, c'est comme un vinyle, mais sous une autre forme. Et au tout début, en fait, on utilisait ça pour synchroniser d'abord seulement la musique. Il n'y avait toujours pas les dialogues à cette époque. Et du coup, la musique était enregistrée et gravée là-dessus. Le seul problème qu'on pouvait trouver là-dessus, c'est que le son, il y avait beaucoup de sauts, c'était pas précis comme son. Et c'est arrivé qu'il y ait des petits décalages en direct au cinéma. On développe, et dans les années 30, un peu avant les années 30, sort le tout premier film parlant. Vous avez essayé de le deviner ici aussi? Oh, compliqué là. Ça, pour ceux qui ont vu Chantons sous la pluie, qui parle en fait de cette époque, de cette transition du cinéma muet au cinéma parlant. Je pense, Oswald, il y a moyen que tu trouves. Comment? Quel est le premier film parlant? Je sais pas. Sympa l'intervention. Ok. C'est Bon, l'intervention c'était, cuisine. Peut-être Attends, que je le sais, j'ai mais je peut-être sais une pas si c'est idée. le premier parlant. Il a peut-être une idée. Attends, il écrit dans Google puis il te dira son idée.
Est-ce que c'est le chanteur de jazz? Merci Google. Waouh, t'es vraiment trop Waouh. intelligent, mec. T'es C'est vraiment impressionnant. trop culturé comme gars, toi. Ça Purée, fait- oh, wow. Mais donc c'était le chanteur de jazz, le tout premier film parlant, et on voit du coup par rapport au script qu'ils mettent à fond sur le son. Et là on utilisait plus ces technologies de cylindres qu'on grave. On utilise une autre technologie où en fait, au lieu de devoir synchroniser deux trucs différents, donc l'image et le son dans le cinéma, on s'est dit directement en fait faire ça sur la pellicule directement. Et on commence à voir apparaître donc ces pellicules sonores. Alors ça c'est ce qui ça ressemble en fait assez à la pellicule. Et donc à côté de la pellicule on avait ce type de bande magnétique en fait. Et en fait, on trouvait plusieurs versions en fait. Donc la pellicule A ou en fait densité variable. Ça, j'ai pas réussi à trouver en fait à quoi ça servait la partie A. Et après le B et C en fait, c'est la même chose en fait, c'est seulement en fait pour avoir la stéréo, donc avoir une sorte de décalage de son pour être un peu plus immergé. Et donc ça c'est la technologie optique où en fait c'est une lumière qui est projeté derrière la partie son et qui est capté et retransmis sur les haut-parleurs de la salle de cinéma. Ensuite, la technologie se développe et en 1931, on développe toujours pour des technologies qui sont plus stables, avec plus de détails. Et du coup, on passe du film optique au film magnétique. Donc, en gros, comme des cassettes, en fait. Les cassettes, c'est exactement en fait ce qu'on a. C'est comme des films de cassettes qu'on joue en fait, qui est encore synchronisé. Les pellicules, ils ont plus ou moins encore la même tête, mais avec quelques différences. Et donc là, maintenant, ça va commencer en fait à avoir de plus en plus de détails, à chercher encore plus une expérience sonore en plus de l'expérience visuelle. Et arrive un très grand acteur de l'image et du son en 1967, qui est Dolby. Dolby qui est maintenant partout. Et il commence en fait encore une fois, développer donc ces technologies magnétiques pour avoir encore plus de précision, encore plus de pistes, encore plus de stabilité aussi pour éviter les décalages, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, Dolby encore, il développe le truc, en fait, du stéréo. Mais parce qu'en fait, à l'époque, c'était le stéréo, en fait, c'était juste pour avoir de la stabilité dans le truc. Donc, c'était pas de la vraie stéréo. C'était en fait, si d'un coup il y a un haut-parleur qui lâche à gauche, on a toujours l'oreille droite pour pouvoir profiter du film. Et donc là, Dolby, en fait, ils utilisent en 76 en fait le son pour être plus immergé en fait, encore plus immergé. Donc j'ai sauté des étapes, vous remarquerez avant. Mais du coup, on a enfin du son, le Dolby Surround, le Dolby Stéréo, donc encore plus immergé. Et donc la technologie se développe encore. Tout le XXe siècle, c'était que du développement de la technologie, hein. Après arrive plus tard en fait donc le son en 4-2-4. Voilà, c'est le matrissage 4-2-4 en fait. C'est-à-dire que les signaux de gauche et de droite sont en phase, donc ils jouent en même temps. Il y a les phases et les oppositions de phase. Donc opposition de phase, ça joue pas en même temps. Enfin, faut voir une courbe en fait où c'est deux courbes qui s'enchevêtrent. C'est donc deux courbes en fait comme ça. Et donc on a la droite et la gauche qui sont en phase, donc qui jouent exactement en même temps. Mais en fait dans les salles de cinéma en fait ça se passait un peu comme ça. Hop. Au Dolby Stereo en fait, comparé aujourd'hui en fait, il y a seulement la droite et la gauche. Et on verra que plus tard avec l'apparition du son numérique, où là en fait c'est l'explosion où en fait on a tous les détails du monde. Voilà donc le 4.4. Donc on a le droite, la gauche, le centre, l'ambiance droite et l'ambiance gauche. Il y a le 5 points, donc droite, gauche, centre et les ambiances droite et gauche. Avec le 1 qui est en fait pour les grosses basses. Donc les basses qui a les gros booms à la Hans Zimmer qui arrivent. Après en 91, Dolby Digital qui encore rajoute la précision et donc développe le 5 points et démocratise surtout le 5 points. On passe après, grâce à Sony, avec le Sony Dynamic Digital Sound qui passe au 7.1 et donc là on a encore plus de le 5 points en fait c'est donc gauche, centre,
droite, centre, droite, les basses et les ambiances. Donc là-dessus, donc là c'est le 7.1 et à partir de là en fait, c'est juste pour que les fichiers soient beaucoup moins lourds et plus faciles à exploiter en fait. Parce que gérer les pellicules, c'était pas très facile à l'époque. Encore un autre schéma de salle de cinéma avec tous les haut-parleurs qu'on pouvait mettre. Mais là-dessus en fait, bah c'est comme ça que marche plus ou moins le son dans une salle de ciné. Et à partir de là, en fait, on n'a plus vraiment changé. Le standard, c'est du coup du 7.1 partout, en fait. Voilà. Donc là-dessus, c'était juste pour la partie technique de comment on grave le son, comment on fait pour écouter du son au cinéma. Et maintenant, en fait, on va revenir dans le passé, encore une fois. Donc, quand dans nos pauvres salles de cinéma, donc au début, comme je disais, il y avait seulement un pianiste qui se ramenait pour jouer des sons d'ambiance. Plus tard, le réalisateur du film qui se dit, bah tiens, au lieu que la salle décide quelle musique choisir, je vais leur écrire une musique comme ça. On est sûr que tout le monde ait la même expérience. Tout le monde, dans toutes les salles de cinéma, il y aura la même musique, il y aura la même expérience. Et donc après, en 1927, un peu avant, en fait, c'était en 25, je crois, où il y a un film dont j'ai oublié le nom, désolé. Ils avaient déjà enregistré du son en même temps, donc il n'y avait pas besoin d'un orchestre directement dans la salle. Mais c'est vraiment le chanteur de jazz qui démocratise, enfin, qui commence à démocratiser, même si tout le monde n'avait pas le même avis sur la question. Et donc commencent les premières compositions. Et là-dessus, en fait, on est sur des musiques de cinéma où c'est très classique, donc un vrai chef d'orchestre. On suit des structures classiques. Tout le monde est dans les temps. Tout est très doux, très lissé. Il n'y a pas beaucoup de mixage. Et en plus, en fait, à l'époque, on ne pouvait pas en fait enregistrer chaque instrument séparément. C'est-à-dire qu'il y avait un micro pour tout un orchestre d'une quarantaine de personnes. Ce qui ajoute peu de... Enfin, on perd encore du détail. Mais après, on démocratise le son. Et le point où en fait j'ai envie d'en venir surtout, c'est en fait l'arrivée des instruments électroniques au cinéma en fait. Le truc c'est que comme je disais, il y avait c'était très classique comme musique, c'était vraiment de musique très orchestrale en fait. Et c'était toujours la même texture de son en fait, ça changeait très peu. Et après il y a un autre truc, c'est le fait que les synthétiseurs n'étaient pas démocratisés dans les années 30. Vous serez d'accord avec moi. Mais du coup, les synthés se développent dans les années 50, 60. Et le tout premier synthé entendu donc au cinéma, c'était sur l'un des films de Alfred Hitchcock, qui sont Les Oiseaux. Les Oiseaux de Alfred Hitchcock, qui est un excellent film. Excellent. Donc Les Oiseaux de Alfred Hitchcock, où on utilise surtout les synthés, non pas tant pour la musique, mais plus pour le sound design, donc dans la création d'une texture, d'une ambiance autour du film. D'ailleurs, bon, pour ceux qui ont vu le film déjà, c'est une certaine ambiance quand même. Mais après, ça prend pas tellement les synthétiseurs à cette époque-là, là, dans les années 50-60. On reste toujours sur ces textures orchestrales. Ça va être plus ça dans les années 80, dans les années 80, où en fait ça va être plus être utilisé parce que la musique populaire s'était créée avec des références en fait dans le monde du synthé, comme le DX7 qui est surtout très connu pour des sons très ambiants. Par exemple, les musiques d'intro qu'on voit dans les films de ces années-là, genre par exemple le flic de Beverly Hills, c'est le premier qui me vient en tête. On arrive à en fait utiliser maintenant des musiques autres que écrites pour le film. On n'utilise pas que des OST, donc des original soundtracks. On utilise aussi des musiques externes au film qu'on pourrait écouter en single tous les jours en fait. Et aujourd'hui donc synthé et musique orchestrale cohabitent ensemble. L'exemple que je pourrais donner c'est bien sûr Saul. Il y a d'autres films qui ont fait ça avant, mais Saul c'est le premier qui me vient en tête parce que j'ai envie d'en parler dans une prochaine chronique dans quelques semaines. Mais du coup, Saul, où en fait on a deux arrangements, un qui est un arrangement jazz et l'autre arrangement qui est un arrangement très électronique. Et donc là-dessus, je vais en parler très probablement bientôt. Mais c'est là-dessus en fait que je vais m'arrêter.
bientôt pour de nouvelles aventures.